Cette vidéo a été inspirée par le livre « Mondes au-delà des pôles, continuité physique de l'univers ». Ce livre fut publié en 1959. Il est disponible aujourd'hui sur Amazon en version Kindle. J'ai été stupéfait par ce livre. Si vous recherchez des sujets comme la Terre plate, vous devez lire ce livre. Laissez-moi vous en lire les premières pages qui en disent long. Les pages suivantes contiennent la seule et unique description de l'univers composé de terre, d'eau, d'oxygène et de végétation, où l'homme et d'autres formes de vie animale abondent. Ce n'est pas une fiction, ni une analyse technique de quoi que ce soit. C'est le simple récit de faits, qui transcende la fiction la plus élaborée jamais conçue. Il est diamétralement opposé aux hypothèses et conclusions mathématiques des théoriciens et techniciens proposées à travers les âges. C'est la vérité. Ces pages décrivent les routes physiques terrestres partant de la Terre et menant à chaque masse terrestre de l'univers qui nous entoure. Ces routes s'étendent au-delà du pôle Nord et du pôle Sud, prétendues limites de notre Terre, telles que décrites par la théorie. Il sera démontré ici qu'il n'y a pas de limite nord ou sud à notre Terre. Par conséquent, il sera également démontré le fait que tout mouvement en ligne droite, à partir des pôles, sur le même plan que celui de la Terre, permettra l'accès aux masses terrestres célestes qui nous apparaissent situées au-dessus ou séparées de la Terre. Une version basique de ce livre fut écrite et publiée dans les universités américaines entre 1927 et 1930. Depuis lors, le Bureau de recherche navale des États-Unis ainsi que la Navy ont confirmé de manière définitive les caractéristiques de cette étude. Depuis le 12 décembre 1928, l'existence de masses terrestres au-delà des deux pôles, totalement à l'opposé de la prétendue théorie copernicienne du globe isolé, fut confirmée par les expéditions polaires de l'US Navy. Le 13 janvier 1956, au moment de la préparation de ce livre, l'unité aérienne de la marine US dépassa sur une distance de 3700 km la limite supposée du pôle sud de notre Terre. Ce vol n'a survolé que des masses terrestres, de l'eau et de la glace. Pour les raisons qu'on imagine, ce vol exceptionnel fit l'objet d'une couverture médiatique négligeable. Les US ainsi que plus de 30 nations organisèrent alors des expéditions polaires sans précédent de 57 à 58, avec comme objectif de pénétrer à l'intérieur des terres, maintenant reconnues comme s'étendant sans limite au-delà des pôles. Cette étude est le premier récit qui explique pourquoi il est inutile de tirer vers le haut, depuis le niveau terrestre, pour explorer d'autres endroits célestes nommés astronomiquement, et par conséquent démontre pourquoi cette tentative est futile. Ces pages présentent l'évidence qu'une densité atmosphérique identique à celle de la Terre prédomine dans tout l'univers. Une telle caractéristique prouve que rien, excepté la présence d'une enveloppe gazeuse contenant le ciel, présupposant de l'oxygène équivalent à celui que l'on trouve sur la Terre, ne nous permettrait d'observer des lumières célestes, désignées comme étoiles ou planètes. Les corps lumineux de l'univers que nous observons autour de nous représentent les zones célestes du ciel, et elles sont aussi interconnectées et continues que toute la surface du ciel de notre Terre. Par conséquent, il est démontré qu'il n'existe aucun corps sphérique isolé dans tout l'univers. Ceux-ci ne sont qu'un effet d'illusion d'optique. Ce travail s'oppose radicalement et légitimement aux conclusions des astronomes de toutes les époques. Il décrit l'illusion découlant de toutes les observations télescopiques ou photographiques. Il explique clairement et illustre parfaitement la raison pour laquelle ces illusions optiques ont été considérées à tort comme des faits. Cette étude expose la première approche de l'homme dans sa compréhension de l'univers factuel et continu, comme réceptacle de la vie humaine, d'un bout à l'autre de son étendue, ce, en dépit de toutes les théories abstraites affirmant le contraire. Ce livre prétend être basé sur des faits. Une Terre infinie avec une vie humaine au-delà des pôles. Personne ne parle de ce livre sur YouTube. Je n'ai trouvé que 2 bonnes vidéos pour l'instant, l'une de Chippy the Chipmunk et une autre excellente de Flat Drop. Je mets les liens dans la partie description. Voici d'autres extraits intéressants de ce livre. Février 1947.
J'aimerais voir cette terre au-delà du pôle. Cette zone, au-delà du pôle, est le centre du grand inconnu, déclara l'amiral Byrd avant son survol de 7 heures des terres situées au-delà du pôle Nord. Novembre 1955. C'est l'expédition la plus importante de l'histoire de notre monde, déclara l'amiral Byrd avant de partir explorer les terres situées au-delà du pôle Sud. Janvier 1956. 13 membres d'une expédition US réalisèrent un vol de 4300 km depuis leur base à McMurdo, située 600 km à l'ouest du pôle Sud, et pénétrèrent, sur une distance de 3700 km, une zone de masse terrestre au-delà du pôle Nord. La plupart d'entre vous la connaissent déjà, mais voici un court extrait de l'interview donnée par l'amiral Byrd à la télévision US. Notre invité ce soir résolut de découvrir s'il y avait des terres au nord du continent nord-américain. Il fit son premier vol de reconnaissance, et je dois dire que l'amiral Byrd, notre invité ce soir, est non seulement notre plus grand explorateur vivant, mais aussi une inspiration pour nombre d'Américains. Amiral Byrd, vous avez été au pôle Nord et au pôle Sud. Reste-t-il une zone inexplorée sur cette terre qui puisse attirer les jeunes Américains aventuriers? Ah oui, elle existe, mais pas au pôle Nord. C'est trop envahi maintenant, car ils pensent tous qu'ils en tirent parti, pas seulement pour y vivre, mais militairement. Mais étrangement, il reste dans le monde une zone aussi grande que les US, qui n'a jamais été foulée par l'homme, qui se trouve au-delà du pôle, de l'autre côté du pôle Sud, depuis l'Amérique centrale. Et je trouve tout à fait surprenant qu'il y ait une aussi grande zone inexplorée. Il n'y a pas de limite physique aux extrémités nord et sud de la Terre. Il n'existe pas d'espace entre les zones de l'univers. Mais toutes les observations font apparaître de manière trompeuse le contraire. Cet espace apparent résulte de l'illusoire aspect sphérique et isolé des zones célestes du ciel. Le concept d'un univers fait de corps sphériques et isolés trouve son origine dans l'effet de courbe produit par tout type de lentilles. Les corps sont une illusion. La conclusion antique de Galilée que les zones célestes lumineuses sont isolées les unes des autres et qu'elles ont un mouvement circulaire dans l'espace, est directement liée à l'inévitable erreur d'interprétation du fonctionnement d'une lentille optique. Le mouvement circulaire est donc une illusion. Dans un univers de masse terrestre et de ciel continu, les gaz s'échappant de la voûte lumineuse engendrent un effet forcément trompeur de mouvement circulaire ou elliptique. Cet effet trompeur provient du fait que de telles émanations gazeuses dans le ciel sont détectées par les lentilles circulaires. Derrière cette voûte gazeuse mobile qui enveloppe tout le royaume céleste, se trouvent, indétectables mais réels, des masses terrestres, de l'eau, de la végétation et de la vie, tout comme sur Terre. Les illusions d'optique proviennent du fonctionnement de la lentille de l'œil humain, et toutes les lentilles des appareils photo et télescopes sont conçues comme celle-ci. Le fonctionnement d'une lentille requiert sa convergence, ce qui crée un effet de courbe aux proportions d'un disque réfléchi par la circularité de tout type de lentille. Observée ou photographiée depuis une altitude élevée, ou depuis la voûte céleste, une illusion d'optique identique se produirait de par la surface continue et ininterrompue du ciel recouvrant la Terre. En 1927, la science ignorait qu'en l'observant depuis une haute altitude, chaque parcelle du ciel terrestre était lumineuse. Les premières observations et photographies furent réalisées par le professeur Auguste Piccard en 1931. J'ai fait une vidéo sur lui il y a peu de temps. Piccard n'a pas atteint une altitude suffisante pour obtenir ce contraste de luminosité du ciel avec l'arrière-plan du noir profond de la stratosphère. L'idée du disque au bord relevé à laquelle il fit référence n'était que partielle, car la distance atteinte n'était pas suffisamment éloignée de l'enveloppe gazeuse du ciel. Des photographies prises en 1946 par des fusées V2 à une altitude de près de 100 km montrent l'effet trompeur d'une forme de disque et de son ciel isolé, au-dessus de White Sands, New Mexico, et de ses alentours. Ces prises de vue par les fusées à plus haute altitude détiennent la plus sensationnelle des confirmations de l'existence d'une continuité physique. Les étoiles et planètes sont connectées et forment le ciel céleste lumineux avec des masses terrestres sous-jacentes. Il n'est pas possible de faire le tour de la Terre du nord au sud. Quelques vols soi-disant autour du monde ont contribué à la fausse croyance populaire que l'on pouvait en faire le tour en passant par les deux pôles.
Tout mouvement de progression au-delà des pôles mène au franchissement de la limite finale supposée de la Terre globe, et les terres que l'on y trouve sont connectées au céleste. Ces terres passerelles, semblantes à la verticale ou extérieure, depuis toute position terrestre autre que celle des pôles, sont atteignables par progression en ligne droite au-delà de ces pôles imaginaires. Ce n'est plus 1927. L'existence de mondes au-delà des pôles fut confirmée par l'exploration navale US durant les 30 années suivantes. Voici, selon le livre, une illustration de l'univers. Comprenez que ce n'est pas la forme réelle de notre univers, mais plutôt la manière dont nous voyons l'univers. Le mode de fonctionnement de notre œil crée cette illusion. Voici une autre illustration. Nous vivons en bas, sur la surface terrestre, et au-dessus de nous se trouve une couche d'atmosphère. Au-dessus de cette couche se trouvent des parties courbées représentant des morceaux du ciel, lumineux lorsque observés par au-dessus. Encore plus haut, nous avons la stratosphère, puis on arrive au niveau céleste, qui est identique au niveau terrestre, en haut comme en bas. Étant donné que le haut est toujours relatif, nos cousins célestes voient le ciel bleu en haut, de la même manière que nous, et contemplent ainsi un ciel étoilé lumineux identique au nôtre. Contrairement à la croyance populaire, un lancement vertical ou vers l'extérieur, depuis n'importe quel point terrestre ou céleste, enverrait la fusée hors de la structure de l'univers, dans l'espace infini. Placez votre pouce devant la section stratosphère de l'illustration, puis ramenez-le vers vous. Cela vous décrit ce qu'il se produirait si une fusée ne revenait pas sur Terre après son lancement. Elle serait perdue dans l'espace, à partir duquel l'univers fut construit. Ou alors elle serait projetée sur un autre plan terrestre isolé par rapport au point de lancement. Tout lancement de fusée, et il ne fait aucun doute qu'un lancement est possible, finirait soit perdu dans l'espace infini, soit par retomber dans une autre zone terrestre. L'univers est si ordonné que tenter de surmonter l'arc de lumière par la puissance ajoutée précipiterait tout vaisseau spatial à l'écart de celui-ci. À l'inverse, une puissance insuffisante soumettrait celui-ci à l'arc de lumière auquel sont soumis tous les projectiles, c'est-à-dire une redescente inéluctable vers une zone de terre du plan terrestre. Le haut est toujours relatif à notre position, quelle qu'elle soit dans la structure de l'univers. Quand on se trouve sur la Terre d'en haut, la surface terrestre que l'on a laissée derrière nous sera la verticale de nos observations à partir du plan céleste. Si nous étions assis sur le nez d'une fusée à 800 km d'altitude par rapport au plan terrestre, nous aurions perdu la notion du point d'entrée dans la stratosphère sombre. Et peu importe la direction de notre regard, nous observerions les mêmes points lumineux désignés par l'astronomie, les mêmes que ceux que l'on voit en observant le ciel couvrant la surface terrestre que l'on vient de quitter. Nous verrions des lumières similaires nous enveloppant, quel que soit notre angle d'observation. Puis, alors que l'altitude augmente, les lumières célestes couvriront l'ensemble. Et dans la mesure où les lumières composant le ciel de l'univers ne sont pas ordonnées comme une logique de la tête en haut, les pieds en bas, le rayonnement de celles-ci couvriront la fusée sous tous les angles. Ce qui est au-dessus est en fait partout. Ce que l'on appelle les cieux du haut sont en fait autour de nous. Le facteur responsable de la couverture glaciaire des zones polaires résulte de leur positionnement par rapport à l'univers tout entier et à la distribution des forces magnétiques qui le parcourent. Cette distribution magnétique varie en fonction des lois naturelles gouvernant sa répartition universelle. Des documents détaillés sur l'Antarctique précisent que les pingouins et les baleines y abondent, zone pourtant initialement considérée comme zone glacée, isolée et constamment plongée dans la pénombre, et que les montagnes recèlent une fortune en charbon et minerais. L'Antarctique, que nous connaissons comme étant le pôle sud, est une terre constituée de montagnes, de minerais et de vie animale. D'autres terres, comprenant de la végétation ainsi que toute forme possible de vie, existent au-delà de celui-ci. À partir d'un certain point, et ce, sur une certaine distance au-delà, les vents et blizzards les plus intenses se font ressentir, agissant comme un frein naturel à la progression hors des limites de la terre connue. De telles conditions agissent comme l'expression d'une volonté divine, exigeant de tout être terrestre certaines valeurs cosmiques, permettant de franchir cette barrière de glace. Au-delà de cette barrière naturelle existe un monde au climat chaud composé de terre et de cours d'eau, et c'est là que nos cousins célestes attendent l'arrivée de l'homme terrestre.
Et si on se demande à quelle distance se trouve le monde céleste, il suffira de dire qu'à la vitesse des transports d'aujourd'hui, elle est négligeable. L'univers n'est pas construit comme un gigantesque moulin à vent et ne contient aucune sphère ou globe, ni aucune parcelle isolée de son entourage. Les zones de cette illustration en forme de roue pourraient facilement être représentées en forme de cylindre, dans lequel chaque masse terrestre interconnectée du plan céleste et du plan terrestre se dévoilerait sous forme ondulatoire, générée par la puissance cumulée de leur champ magnétique. Le mouvement ondulatoire se ferait dans le sens et contresens du Soleil, alors que le Soleil continuerait sa course régulière, traversant toute la structure de l'univers. Le parcours continu du Soleil à travers l'univers sera, durant une saison particulière de notre année terrestre, dirigé vers une zone spécifique, qui, à une autre période de l'année, en sera plus éloignée. Des deux côtés du ciel lumineux, céleste et terrestre, de la masse terrestre existe. Par contre, il n'existe aucun corps sphérique en mouvement. L'état gazeux du ciel, en perpétuelle action, est responsable de l'interprétation erronée des lentilles d'observation, agissant également sur leur spectre. La dualité de l'ondulation des gaz, avançant et reculant par rapport au Soleil, existe, mais celle des corps ne le peut. Cela fut compris dès 1927. Il fut révélé que chaque parcelle du ciel terrestre donnait l'impression trompeuse d'un mouvement circulaire, vu à travers l'enveloppe de gaz en mobilité constante. Et si ce livre représentait la réalité, si c'était vrai, pouvez-vous imaginer ce qu'il se passerait si les gens le découvraient? Il rêvait de traverser à pied, en solitaire et sans assistance le continent blanc, d'achever ce que 100 ans plus tôt, un autre explorateur n'avait pas réussi à faire. Henry Worsley parcourait depuis 71 jours l'Antarctique, simplement équipé de sa tente et de quoi se nourrir. Son extraordinaire aventure était relatée sur ce compte Twitter. Mais alors qu'il avait parcouru près de 1600 km, qu'il lui en restait seulement 50 avant d'arriver, Henry Worsley, épuisé, appelle les secours. My journey is at an end. I have run out of time, physical endurance, and a simple, sheer inability to slide one ski in front of the other to cover the distance required to reach my goal. Rapatrié au sud du Chili, il décède peu de temps après à l'hôpital, ses organes vitaux étant trop faibles pour fonctionner. À sa mort, c'est toute la Grande-Bretagne qui pleure l'explorateur. Aucun mot ne saurait décrire la peine provoquée par la perte d'Henry, écrit David Beckham sur Instagram. Le prince William, parrain de cette expédition, lui rend aussi hommage. C'était un homme qui a fait montre d'un grand courage et d'une grande détermination. Nous avons perdu un ami, mais il restera une source d'inspiration pour nous tous. Many mountaineers battle away and fail to reach the summit. My summit was just out of reach.
Depuis 8 ans, je voulais traverser l'Antarctique. Et puis, que je pouvais seulement faire à 50 ans, c'était une expédition où c'était tout ou rien. Il n'y avait pas une option il n'y avait pas des options d'arrêter ou d'avoir un sauvetage ou un ravitaillement. J'ai gelé mes orteils un peu, j'ai pété une épaule. Ouais, c'était une expédition qui... Il y avait des moments, ouais, honnêtement, je pleurais de douleur. Je pouvais quasiment plus avancer. Quand tu arrives au bout et tu regardes pour les premières fois un peu en arrière, parce que tous les jours tu regardes devant toi. Et tous les jours, tu dois faire des distances énormes pour avancer. Et des moments quand tu arrives de l'autre côté, tu fais presque demi-tour et tu regardes tes traces, c'est difficile de comprendre comment tu es arrivé là. Sinon, vous n'avez jamais regardé derrière vous? Il n'y avait pas un moment que je voulais regarder derrière moi, parce que tu as ce sentiment que tu n'avances pas. La distance est tellement énorme, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de vie, il n'y a que la glace. C'est pas comme au pôle Nord où la glace dérive, où tu as des phoques, tu as des ours polaires, tu as un peu la vie autour, et puis tu as un sentiment que tu peux rester vivant. Là, tu as un sentiment que ici, c'est pas pour l'être humain. On peut traverser, oui, mais on doit le faire très très vite. Mais c'est sûr que je savais que ça va être comme ça au départ, parce que si c'est jamais fait, il y a une raison pourquoi ça n'a jamais été réalisé. Et là, pour moi, c'est assez évident tout ce qu'on peut observer. Au niveau des symboles, les élites, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme information? Les légendes, encore une fois, je vous dis les symboles, je me répète, mais tout ça, quand on commence à observer les choses, et après aussi par effet fractal, la façon que nous avons de nous comporter par rapport au règne végétal, animal, et donc voilà, sur ces règnes, et donc par effet fractal, qu'il y a comme une sorte de... Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, c'est-à-dire, il faut comprendre toute cette... Parce que, encore une fois, au-delà de la vision, bien sûr, tridimensionnelle ou bien très terre-à-terre du sujet de la Terre plate, ou bien oblate, justement, il y a toute une réflexion, et c'est ça qui est pour moi le plus important, ésotérique et métaphysique, qui est vraiment, on va dire, les sujets dans lesquels je me sens vraiment à l'aise. C'est pour moi vraiment ce qui m'apporte énormément au niveau de mon éveil, de mon alignement aussi, intérieur. Et donc, je vais petit à petit t'expliquer ce qui se passe donc sur cette planète, et on va arrêter de dire la planète, on va tout simplement dire sur ce monde dans lequel nous vivons, sur ce démon qui nous donne vie, mais qui nous reprend la vie aussi, à un moment donné. C'est-à-dire, nous voyons bien les personnes autour de nous, à un moment donné, ils commencent à vieillir, et puis ce qui nous entraîne vers la mort. Et donc, à partir du moment où on comprend ce qui nous fait mourir, donc ce qui nous entraîne vers la mort, tous les symboles, donc on va commencer peut-être par le sujet du dragon, Georges qui se bat contre le dragon. C'est un symbole quand même qui est hyper important. Et les gens, on vient de parler d'un Ouroboros, d'accord, les aurores boréales. L'Ouroboros, c'est un serpent. Dans l'Ancien Testament, quand on mentionne le dragon, il est dit l'ancien serpent. Donc c'est comme si on pourrait faire des liens entre cette créature hybride, un dragon, et un serpent à la base. Et donc cette légende que nous retrouvons partout à travers le monde, que ce soit en Asie, en Amérique centrale, partout, et en Europe aussi, le dragon est bien présent. En Russie, tu prends par exemple l'écusson, le blason, l'écusson qui se trouve sur le drapeau russe, nous retrouvons Georges et le dragon. L'épicentre même, on va dire, de cette légende, c'est probablement l'Angleterre. Écoutez bien ce mot, l'Angleterre, nous allons en revenir.
Donc c'est Georges, c'est la croix de Saint-Georges, donc qui est sur le drapeau. Je ne parle pas de l'Empire britannique ou de la Grande-Bretagne, je me concentre sur l'Angleterre. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, nous avons la légende de Georges et le dragon. Donc, je vais rappeler cette légende, surtout au niveau des symboles. Parce qu'après, on peut dire, oui, il a lu 36 livres sur les dragons, il va maintenant nous faire un copier-coller de ce qu'il a lu dans les livres. Je peux vous assurer, je n'ai pas lu un seul livre sur aucun dragon, puisque je ne fonctionne pas comme ça. J'observe les images, je vais m'intéresser peut-être à une certaine étymologie de noms, et voire même aussi la langue des oiseaux pour entendre ce qu'un mot peut me dire comme ça, par sa résonance, sa vibration. Donc, ça c'est ma version. Donc, Georges et le dragon, nous avons un homme qui s'appelle Georges, et déjà le nom Georges commence à être révélateur, puisque ça veut dire, le nom Georges commence par Géo, et Géo c'est donc la terre. Et Georges veut dire donc le laboureur, celui qui travaille la terre. En alchimie, on nous parle bien sûr de terre, et c'est, on va dire, une partie très importante de l'alchimie, c'est le vitriol des alchimistes, qui nous invite à visiter la terre pour rectifier quelque chose. Donc, puisqu'on dit visite la terre, et en rectifiant, tu vas trouver la pierre philosophale, donc la pierre cachée, la pierre de sagesse. Et donc, les personnes, ils vont aller peut-être creuser dans le jardin, mais je vous dis, ça ne sert à rien d'aller creuser le jardin, puisque le mot homme et humus vient de humus, pardon, le mot homme et humain vient de humus, donc la terre, et Georges aussi, donc le terrien, celui qui est issu de la terre, il se bat contre cette créature, donc le dragon. Donc on peut déjà s'imaginer que cette image est une représentation symbolique pour nous parler de nous visiter nous-mêmes à l'intérieur de nous, de faire un travail donc spirituel, intellectuel aussi, de faire un travail sur soi, pour s'aligner intérieurement. Après le dragon, quand on observe la créature, ce qui frappe tout de suite, c'est de voir que le dragon représente les 4 éléments. Donc, le plus visible, c'est qu'il crache du feu. Ensuite, avec ses ailes, il se déplace dans l'air. Son repère, c'est-à-dire là où il se cache, c'est souvent sous terre, dans une grotte, donc la terre. Et nous avons encore l'élément eau, puisque souvent des dragons possèdent des écailles, donc leur donne même la possibilité de se mouvoir dans les eaux. Mais il faut aussi savoir qu'il existe un 5e élément, qu'on appelle donc l'éther. Et il est le gardien justement de ce 5e élément qu'on va appeler le trésor du dragon. Donc on appelle ça le trésor, mais il faut entendre la valeur 13, donc 13, et or derrière, trésor. Vous allez comprendre pourquoi. Donc il est le gardien d'un trésor, qui est le 5e élément, qu'on appelle l'éther. Et il est donc aussi intéressant de dire, mais au lieu d'utiliser le mot immortalité, puisque celui qui réussit à vaincre le dragon, et ça ne veut pas dire qu'il faut tuer le dragon, mais il faut le vaincre, en devenir maître, comprendre ce qu'il représente. Donc vaincre ce que représente ce dragon, et on devient immortel. Mais un synonyme pour le mot immortel, c'est être éternel. Et dans le mot éternel, je retrouve phonétiquement le mot éther, qui est le 5e élément. Donc si je vous dis que j'ai découvert, compris le secret de l'éternité, ça va prendre un sens au fur et à mesure de cette entrevue. Vous allez saisir toute la logique qui est cachée derrière le monde, le démon sur lequel nous vivons. Puisque notre monde nous donne les 4 saisons, c'est-à-dire une année, donc un cycle d'une année, on va avoir 4 saisons. On a défini que la planète sur laquelle nous vivons, nous avons donc 4 saisons qu'on appelle le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et ces 4 saisons sont associées aux 4 éléments. Donc le printemps, ça va être la terre, l'été, c'est le feu, l'automne, c'est l'air, et l'hiver, c'est l'eau, le dragon. On parlait d'un dragon qui représentait ces 4 éléments. Le monde, c'est l'anagramme parfait au mot démon. Le dragon est souvent dépeint comme étant un démon. Donc c'est là où on comprend tout doucement ce que représente le dragon. Et donc Georges, il doit s'aligner, comprendre certaines choses pour vaincre, pour maîtriser ce dragon, c'est-à-dire le monde sur lequel nous vivons. Et donc petit à petit, j'ai commencé avec l'histoire de la Terre plate, parce que le fait d'aplatir les choses, parce qu'avant j'avais un globe devant les yeux, mais en aplatissant la planète, qu'est-ce que j'ai vu? Que la montre, ici la montre, montre
le monstre qui nous dévore. D'accord? Puisque nous cherchons le 13 or. C'est-à-dire la montre est à une lettre près, et ça va être important parce que cette lettre c'est la lettre S. Et le S c'est le serpent. Ouais. D'accord? Donc à une lettre près, la montre c'est un monstre. Donc la montre nous montre le monstre qui nous dévore, puisque s'il y a bien quelque chose qui nous fait mourir, c'est le temps, ou l'illusion du temps. Si le leurre, si c'est un leurre. D'accord? Ouais. Ou bien si l'âge est un mirage. Donc, si tout ça est faux, et vous allez comprendre pourquoi ce serait faux. Donc, j'ai mis les choses à plat. Ouais. C'est pour ça que la Terre plate a été très intéressante, parce qu'en mettant les choses à plat, j'ai commencé à voir la planète, donc plate, et je me suis dit, nous avons 12 heures, qui sont aussi associées aux 12 constellations du zodiaque. Donc 12. Et je me suis dit, mais oui, mais il existe une 13e constellation, qui est donc du zodiaque, bien sûr, qui s'appelle le Serpentaire. Et nous revenons encore une fois à parler d'un serpent, le serpent de la Terre, carrément. C'est quoi cette légende? Ben, c'est la légende d'un personnage de la mythologie grecque qui s'appelle Asclépios. D'accord? Et Asclépios, quand les docteurs, donc quand les médecins de la médecine moderne, enfin, qu'on nous impose, font leur serment d'Hippocrate, quand ils font ce serment, ils jurent par deux personnages, donc ils disent par Apollon et Asclépios, qui est le fils d'Apollon. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que la mission qui a soi-disant été sur la Lune s'appelle Apollo, oui, en faisant référence au dieu Apollon, un dieu solaire. Le dieu du soleil est un protecteur de Troie, notre ennemi. Vous pouvez prendre tout ce que vous trouverez. Avec votre permission, monseigneur. Parle. Apollon voit tous nos actes. Peut-être qu'il n'est pas très sage de l'offenser. Que l'on me donne une lyre et un arc, et je transmettrai aux hommes les desseins infaillibles de Zeus. Tels sont les premiers mots d'Apollon, à peine sorti du ventre de sa mère. Apollon, dieu de la lumière, protecteur des arts, patron des devins et des prophètes.